que la logique du principe constitutionnel, quand je dis conception communautaire du peuple démocratique, ça n'a rien à voir avec le communautarisme, hein, c'est ce que je viens de dire, concevoir que la démocratie est liée à l'existence d'une communauté démocratique. L'opposition que nous établissons volontiers aujourd'hui entre communauté ethnique et communauté républicaine, par ailleurs parfaitement pertinente et nécessaire à bien des égards, cette opposition nous fait parfois oublier que toute communauté implique une forme de clôture qui peut certes être plus ou moins rigoureuse, mais qui dans tous les cas exclut. Ce n'est pas un hasard si la question des droits des étrangers est devenue aujourd'hui le point de cristallisation et le lieu d'épreuve de notre compréhension de la démocratie. L'ouvrage que j'ai évoqué, que j'ai écrit, a fait l'objet d'une traduction en allemand et de compte rendu en allemand. J'ai un compte rendu d'un auteur que je ne connaissais pas, Hans Mannert, un Autrichien, à le lire manifestement d'une droite très prononcée, qui a écrit une recension qui ne concernait pas simplement mon livre, mais plusieurs ouvrages. La recension portait, l'article portait le titre « L'abolition du citoyen ». Or, ce monsieur, dont je cherchais qui c'était, a écrit un livre au titre instructif, je ne sais pas s'il est traduit en français, je traduis le titre, « Démocratie et homocratisme, comment l'idéologie de l'égalité des droits de l'homme menace la démocratie et le peuple ». Sa réaction le critique sévèrement en invoquant Karl Schmitt. Hannah Arendt avait justement souligné, quand elle commentait le sort des apatrides entre les deux guerres mondiales et durant la seconde, que des individus privés de citoyenneté politique sont par là même privés de garanties concernant ces droits minimums avec lesquels on identifie les droits de l'homme. Et il est vrai que toutes les catégories de droits, y compris les droits de l'homme, si on tient en fait une catégorie à part, ne sont effectives que sous la condition d'être garanties par une instance de pouvoir. Toute la question est de savoir si cette garantie ne doit être accordée que par les États nationaux. Alors à cette question, bien sûr, on répond aujourd'hui immédiatement par la négative, en invoquant les multiples textes et conventions de portée régionale ou internationale relatifs aux droits de l'homme, ainsi que les institutions diverses qui peuvent, à l'occasion, sanctionner les États qui ne respectent pas les droits reconnus dans les dits textes et conventions. Bon, je vous laisse. Il ne va pas être question ici d'analyser les possibilités, les limites de ces textes et juridictions supranationales, mais il me semble utile de souligner l'intérêt que nous pouvons avoir à comprendre les droits subjectifs modernes, ces droits qui se réclament de l'égalité, en tant que revendication, avant de s'interroger sur les conditions de leur garantie. C'est ce déplacement focal qui permet, me semble-t-il, de délivrer le concept de la démocratie moderne de son interprétation communautaire qui résulte de l'identification que l'histoire des sociétés occidentales du 19e et 20e siècle a produite entre le peuple démocratique et le peuple étatique. J'ai suggéré plus haut que ce sont la revendication d'égalité et les luttes menées en son nom qui, en imposant au régime issu des révolutions de la fin du XVIIIe la généralisation de droits déjà reconnus et l'institution de droits nouveaux, ont amené progressivement à comprendre ces régimes comme des démocraties. Bon, des revendications supposent toujours un interlocuteur auquel elles s'adressent, et dans le cas de revendication de droit, cet interlocuteur doit être une instance de pouvoir susceptible de les garantir. Durant près de 2 siècles, cet interlocuteur a été quasiment exclusivement l'État national. C'est ce qui a amené Hannah Arendt, constatant l'absence totale de pouvoir des apatrides, à lier le droit à avoir des droits, c'est sa formule célèbre, au droit d'appartenir à une forme quelconque de communauté organisée, c'est-à-dire, selon ces termes, je cite encore, une place dans le monde qui rend les opinions signifiantes et les actions effectives. Fin de citation. Arendt était pour sa part parfaitement sceptique quant à la possibilité que l'humanité en sa totalité puisse se constituer en communauté organisée, et elle en concluait par conséquent qu'une appartenance citoyenne nationale est la seule condition possible de la garantie de tout droit. Je pense que nous avons la possibilité aujourd'hui, peut-être la nécessité, de reprendre la question posée par Arendt, mais en tenant compte des modifications qui affectent les pouvoirs des États du fait de l'ensemble de ces phénomènes que nous nommons, que nous désignons sous le terme de globalisation.
Et je laisse ici la question de savoir s'il est pertinent de parler d'un affaiblissement du pouvoir de l'État. Peut-être qu'il est plus juste de dire qu'il s'exerce, que le pouvoir des États s'exerce simplement de manière différenciée, pour partie indirecte, dans la mesure où nombre des instances supra-transnationales, économiques, juridiques, politiques, qui semblent borner les pouvoirs des gouvernements nationaux, ont été, après tout, instituées à l'initiative des États, en tous les cas leurs exécutifs, et que ces pouvoirs, donc supranationaux ou transnationaux, ne peuvent continuer à exister que par le consentement des États, du moins des plus puissants d'entre eux. Les effets de cette nouvelle topologie des pouvoirs, l'expression que j'utilise pour faire bref, je peux utiliser aussi une expression de Bertrand Badi qui parle de cette nouvelle tectonique des sociétés. Les effets de cette nouvelle topologie des pouvoirs sur les droits des individus sont ambivalents. D'un côté, elle offre aux individus la possibilité de faire appel à des textes et conventions internationales et de mobiliser des instances judiciaires supranationales pour s'opposer à des États oppressifs. De l'autre côté, cette nouvelle topologie du pouvoir limite aussi les pouvoirs des États en matière de politique économique et sociale, qui est aussi l'un des terrains sur lesquels se mènent les luttes pour l'égalité. Une chose est claire en tous les cas, c'est que l'État national n'est plus aujourd'hui le seul interlocuteur auquel doivent s'adresser les revendications d'égalité, c'est-à-dire que ce n'est plus de lui seul que dépend le processus de démocratisation ou de dédémocratisation de nos sociétés. Je termine. Alors, il est incontestable, et je rectifie à la marge ma thèse, je vais formuler un peu brutal ici, il est incontestable que les collectifs de lutte, les organisations politiques, syndicales ou autres, à travers lesquelles ont été menées les luttes pour l'égalité, créent des formes de solidarité communautaire. Il serait évidemment absurde de nier que ces solidarités ont contribué à façonner notre compréhension de la démocratie. Mais, dans les conditions contemporaines de recomposition des pouvoirs à l'échelle mondiale, le fait de lier le concept de la démocratie à la représentation d'une communauté, y compris d'une communauté républicaine, ne peut que lever les tentations de repli nationaliste. Or, les nationalismes contemporains sont généralement plus soucieux d'exclure que de porter un pas plus loin le combat pour l'égalité. Pareil ce danger, il est urgent de reconnaître, à témoin le livre allemand, dont je citais le titre tout à l'heure. Pour parer ce danger, il est urgent de reconnaître qu'elle consiste essentiellement, donc la démocratie consiste essentiellement dans l'exigence d'égalité des droits des individus, une exigence qu'aucun dispositif institutionnel ne peut jamais pleinement satisfaire, une exigence qu'il faut toujours relancer en la réinterprétant pour l'adapter aux mutations des structures des pouvoirs. Donc la démocratie moderne n'est pas le nom d'un régime politique et social qui soit réel ou idéal. Elle n'est rien de plus, mais finalement c'est déjà beaucoup, qu'un principe de correction des inégalités que toute organisation politique et sociale, qu'elle soit nationale, supranationale ou transnationale, ne peut manquer de produire et faute de ce correctif, nous perpétuer. Nous allons voir une première discussion pendant un petit quart d'heure. Vous souhaitez ? Oui. Mais finalement, vous êtes aussi pessimiste que Madame Arrête, puisque le diable, c'est le nationalisme. Pour être un peu moins demi-cure, moi je me demande ce que ça veut dire aujourd'hui en France que nationalisme. On est dans une société multiculturelle, pour la minimum. Si on dit que le peuple c'est la communauté des citoyens, on est dans une démocratie. L'abstention est un phénomène massif. Au quotidien, moi quand on me regarde dans la rue, on me dit mais t'es français, et je réponds mais vous aussi. Donc il y a une distinction entre le français, ça veut dire le blanc, quoi. Le corps politique traditionnel
le bateau, etc. Donc voilà, c'était juste une remarque. Quel horizon vous voyez, vous? Non, je peux réagir. De fait, je n'ai pas traité des questions que vous posez. Je n'ai pas traité des questions que vous posez. J'ai écarté la question du communautarisme, qui est évidemment une question qui se pose. Je me suis focalisé sur la question est-ce que pour démocratie, il faut nécessairement une communauté? C'est si bien que ça. Et j'ai été interpellé, comme on dit, par la récurrence chez les auteurs que j'ai cités, qui ne sont pas des antidémocrates, par la récurrence de cette méfiance à l'égard des droits subjectifs. Alors qu'à étudier le 19e siècle, l'histoire du 19e siècle, il m'est apparu que, avant de devenir une simple forme d'administration juridique, la notion de droit subjectif, quand on fait son historique, elle est liée à l'idée d'égalité des droits. Donc je comprends mal, par exemple, sous la plume de quelqu'un comme Honnête, si de fait je le comprends, c'est parce que quelqu'un comme Honnête, grosso modo, son dernier ouvrage, je caricature un peu, mais c'est une défense de l'État-providence, que je trouve fort bien, mais avec cette idée, il conçoit le citoyen comme citoyen protégé. Et je pense, ça répond en partie, non pas à la seconde partie des questions, mais sur mon pessimisme, je pense que dans les conditions actuelles, qui ne donnent pas que des raisons d'être optimistes, c'est vrai, mais je pense que dans la situation actuelle, se focaliser, faire de l'individu protégé la norme de la citoyenneté démocratique, je pense que c'est assez catastrophique, parce que les protections dépendent toujours de la bénévolence des institutions qui protègent. Et par conséquent, ce que, dire de manière schématique, ce que je valorise, c'est l'autonomie du sujet politique qui revendique, mais qui revendique au nom de l'égalité, non pas au nom de particularités qui pourraient constituer des privilèges. Donc par rapport à ce que vous évoquez, je n'ai pas évoqué cette... Enfin, dans l'ouvrage, je focalise beaucoup sur le statut des étrangers, parce qu'évidemment, ils sont aujourd'hui, les droits des étrangers, notamment européens pour l'exemple de la France, sont une forme de point de cristallisation de cette question aujourd'hui. En revanche, sur ce que vous évoquez, c'est-à-dire entre Français de couleurs différentes, par exemple, ces dimensions-là, ce n'est pas quelque chose dont on peut le traiter peut-être à partir de mes prémices, mais ce n'est pas quelque chose que je traite. Olivier Beau? Oui, deux questions. La première, deux interrogations de réserve sur ce que tu viens de dire. C'est la première réserve. La question, c'est sur la place que tu accordes à l'égalité donc c'est une question conceptuelle. Tu sembles indiquer que dans la généalogie des droits subjectifs et des droits de l'homme, l'égalité joue un rôle fondamental. Je ne suis pas certain de cette assertion. Je vois bien que c'est ta préférence subjective. Donc c'est pour ça que tu apprécies la déclaration. Tu les lis principalement à travers ce prisme de l'égalité. Il me semble que c'est en tout cas une lecture assez partielle de l'histoire. Il me semble que justement toute la question qui implique l'interprétation des droits, c'est que très souvent on a laissé de côté l'égalité dans l'interprétation des droits. Et si ouvrir un manuel de liberté publique, on s'aperçoit que la notion qui n'est jamais creusée par les spécialistes de liberté publique, c'est la question de l'égalité. Donc, alors, c'est peut-être un réflexe de juriste un peu étroit, qui se ramène au manuel, etc. Mais en tout cas, il me semble que là, il y a une difficulté. Je ne suis pas certain que ce que tu décris rend compte vraiment, non pas seulement de ce que les juristes pensent, mais de ce qui a été l'histoire des droits subjectifs en France et ailleurs. Ça, c'est ma première question. La deuxième question sur la communauté, la thèse que tu défends, que tu laisses forte, qui consiste à vouloir fonder la démocratie sur les droits des individus et non pas sur les droits de la communauté. C'est une thèse forte, mais en même temps, est-ce que ça ne donne pas ça ne repose pas sur une conception quand même assez faussée de la communauté, c'est-à-dire la communauté selon Schmitt, c'est-à-dire la communauté ethnique. C'est-à-dire que ça laisse de côté quand même une conception qu'on peut considérer noble, en tout cas que je considère noble, je ne sais pas, qui est la conception républicaine de la nation. Qu'est-ce que tu fais de cette histoire, en tout cas de la conception qui n'est pas autoritaire de la nation? Il me semble que dans le rejet de la communauté, il y a peut-être un biais qui est en fait le rejet d'une conception plus acceptable, en tout cas pour les démocrates, qui est celle de la nation républicaine. Ce sont deux raisons.
Oui, alors sur la première question, quand tu évoques ce que les juristes pensent, c'est un argument d'autorité, parce que moi je ne suis pas juriste, je suis complexé, mais je ne pense pas que les juristes ne pensent pas tous la même chose, même les philosophes ne pensent pas tous la même chose, donc je laisse les complexes de côté. Juste, tu veux citer, bon, on travaille ensemble depuis un certain temps, en fait, le point de vue de ma réflexion, c'était les analyses de Weber sur les droits subjectifs. Évidemment, il utilise l'expression pour, en effet, le comparatisme transhistorique, transcontinentaux, etc., transcontinental, il l'utilise de manière très, très générale. Alors, ce qu'il avait, comme je dirais, il l'utilise pour des sociétés dans lesquelles la notion n'existait pas. Et donc, pour lui, les droits subjectifs peuvent être aussi des droits liés à une appartenance communautaire particulière. Et après, quand je suis tombée, après avoir lu ce texte, sur les critiques qui ont été adressées à la notion de droit subjectif, bon, j'avais d'ailleurs parfois des conseils bibliographiques qui m'avaient toi, j'avais regardé ça chez Bibi, j'avais regardé ça chez Lévinet, des positions, j'avais regardé ça chez Calzone, j'avais regardé ça évidemment chez Guidé, et puis bon, les textes philosophiques plus classiques, les Bentham, etc. Les critiques sur la notion de droit subjectif se focalisent sur le fait que c'était une notion nouvelle. Et puis ma question, c'est pourquoi Weber donne tous azimuts, enfin, je veux dire, sans restriction chronologique, cette notion qui ne semble apparaître, peu importe après les archéologies, on peut en faire n'importe quelle notion qui apparaît à un moment, on peut toujours retrouver des antécédents. Mais on a dans ce cas-là. Mais comment ça se fait que la notion n'apparaisse qu'à ce moment-là et qu'elle cristallise autant de critiques? Et il est clair que les critiques se diffèrent d'un auteur à l'autre, mais elles se cristallisent autour du fait qu'il s'agit d'accorder, c'est la notion de sujet de droit, le fait que l'individu, en tant que tel, a des droits. Toutes les critiques soulignent par un biais ou par un autre que non, les droits ne sont véritables, que quand ils sont garantis, ils sont garantis, suppose une instance de garantie, donc par conséquent une appartenance à une communauté quelconque. Donc quand je lis la notion de droit subjectif à égalité, à la revendication d'égalité, c'est-à-dire au fait que la revendication d'accéder à un droit en vertu du fait qu'on est un être humain et non pas en vertu du fait qu'on appartient à telle ou telle communauté, donc non pas au titre d'un droit privilège, y compris privilège des citoyens de telle ou telle nation. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai lié cette notion de droit subjectif à la notion d'égalité, toute reconnaissance qui n'est pas toujours utilisée uniquement avec cette signification. Bon, par ailleurs, sur la notion d'égalité, j'ai trouvé, le problème de la revendication d'égalité, jusqu'où ça va, notamment en matière de justice sociale, autant que contre ailleurs, on veut bien garder une signification à la notion. Je suis tombée, pour l'instant, je cherche simplement, je suis tombée récemment sur une remarque de Luhmann, dans un ouvrage sur le droit de l'homme précisément, et il fait remarquer à un moment que l'égalité, au sens moderne, contemporain, l'affirmation du droit d'égalité signifie simplement qu'aucune inégalité n'est légitime, que toute inégalité doit être justifiée. Et je comprends mieux comme ça. C'est-à-dire qu'on ne doit pas en conclure l'égalité jusqu'où ça va, parce que tout le monde doit gagner la même chose, etc. Et simplement que, alors que dans les sociétés organisées de manière stratifiée, hiérarchisée, etc., il y a des inégalités qui sont légitimes, affirmer que l'égalité de droit de tous les individus, on va se demander de quel droit, c'est affirmer qu'aucune inégalité, et il y en a toujours, aucune égalité n'est en principe, a priori, légitime, elle demande à être justifiée. Bon, et sur la deuxième partie de ta question, sa seconde question, oui, bon, j'étais obligée d'aller vite, je considère que, bien évidemment, je le dis très rapidement, va de soi, il faut distinguer entre une conception ethnique de la communauté, voire même culturelle d'ailleurs, et une conception citoyenne de la communauté, mais il reste que même une conception citoyenne a une logique d'exclusion. On peut. Dans mon livre, j'ai utilisé l'ouvrage de Shaya Ben-Habib sur les étrangers, très bien, votre présence aussi, et
à un moment où elle invite la communauté démocratique précisément à avoir des frontières aussi poreuses que possible, mais à un moment elle arrive à dire on n'arrivera jamais à trancher le nœud gordian selon lequel à partir du moment où je ne prends même pas exactement cette citation exacte, à partir du moment où la démocratie est liée à la notion de communauté, ce qu'elle revendique, tout en invitant à rendre les frontières poreuses, on ne peut pas trancher le gordien entre cette conception de la démocratie et la nécessité d'une exclusion, puisqu'il faut bien décider qui parle au nom, qui parle en tant que citoyen. Il faut bien définir la limite de la citoyenneté. Alors, au plan des politiques publiques, je n'ai pas de solution pour les droits des étrangers, etc. Qu'est-ce que je propose? Je ne propose rien. Je ne dis pas qu'il faut rien proposer, c'est intéressant aussi. Je m'interroge, je continue à considérer que si on comprend, si on s'interroge sur les raisons pour lesquelles on a fini par appeler nos régimes démocratiques et de façon laudative, et liée à la notion de démocratie, une signification laudative, cela tient au fait, ça tient aux revendications d'égalité telles qu'elles se sont formulées dans les luttes pour les droits politiques, dans les luttes pour l'extension des droits politiques à une nouvelle catégorie, dans les luttes pour les droits civils concernant les Noirs américains, dans les luttes pour l'institution de droits sociaux, etc., etc. Je pense que ça a été le moteur qui nous a amené, à considérer que les régimes dans lesquels nous vivons peuvent être appelés démocratie, et deux, à considérer que la démocratie c'est positif. Globalement, aujourd'hui fait consensus. Voilà. Oui. Éventuellement, une question peut-être un peu provocatrice, est-ce que vous ne pensez pas que cette vision-là a des effets pervers? Parce que finalement, pour faire simple, la diabolisation de la communauté politique telle que nous en parlez, sans choisir l'intermédiaire d'une communauté républicaine fondée sur des citoyens préférés finalement un universalisme abstrait fondé sur les droits fondamentaux, en souhaitant que les frontières soient le plus poreuses possible, est-ce que vous ne pensez pas que ça rejoint une autre logique qui aime beaucoup aussi les frontières ouvertes et poreuses, qui est celle du marché, et que finalement l'égalité que vous voulez défendre en parlant des droits fondamentaux se retrouve in fine totalement piétinée par le marché qui se réjouit de la disparition de la communauté politique au profit d'un libre marché mondial sans aucune régulation qui serait politique, justement. Oui, alors, 30 minutes, d'autres vont en faire l'expérience après moi, mais vous savez, c'est pas beaucoup. Donc, on est obligé de raccourcir. Mais je pense que cette revendication d'égalité, elle a eu des effets positifs sur les formes et sur les institutions politiques. Et par conséquent, ces institutions politiques que nous connaissons, auxquelles nous lions la notion de démocratie, elles me paraissent faire partie du phénomène démocratique, de cette phénomène globalement valorisé. Donc je ne suis pas du tout... en gros, en disant ne nous faisons pas trop d'illusions sur ce que signifie la notion de souveraineté du club, en allant regarder de près, je vais simplement dans un sens qui est un peu celui de Rosan Vallon quand il écrit La contre-démocratie, un peu, je sais pas, moi c'est comme ça que je l'ai lu, c'est-à-dire qu'il s'agit de réinterpréter un certain nombre de faits. Non, je ne sais pas comment donner une explication, une bonne référence dans ce cas-là. Il s'agit de réinterpréter un certain nombre de caractéristiques de nos institutions, y compris la participation citoyenne à un certain nombre de processus de constitution des institutions, comme des mécanismes de contrôle du pouvoir et non pas comme des mécanismes permettant d'exprimer la voix du peuple. C'est de regarder réellement comment ça fonctionne et de dire c'est pas que ça sert à rien, c'est pas que ça sert à rien, c'est pas qu'il ne faut pas le conserver, mais comment ça fonctionne, de les décrire non pas à partir d'une norme idéale qu'on va chercher soit dans les principes constitutionnels, soit dans des textes notamment philosophiques canoniques, mais de partir de la description de ce qui se passe réellement, pour dire d'ailleurs que par rapport au sentiment d'un déficit démocratique, au contraire, il y a des choses à défendre. Déficit démocratique certes, mais c'est pas une raison pour désespérer la démocratie. Il y a des choses à défendre dans le type de régime dans lequel nous vivons par rapport à d'autres qui n'est pas la peine de nommer. Alors, quand par rapport au marché, non, les
quand je l'ai fait de manière très très rapide, mais pour moi, j'en ai bien développé, quand je stigmatise la confusion qui est faite par les auteurs très divers qui confondent, qui critiquent les droits subjectifs, la confusion qui est faite entre ce que j'appelle un milieuisme juridique et l'utilitarisme économique, c'est bien cela, que c'est bien une telle valorisation, c'est comme bien une telle interprétation, disons libérale, pour parler contemporain, de l'individualisme que je voudrais développer. J'invite à développer. Et oui, et ce que je disais au tout, à toute fin de mon exposé très rapidement, je dis quand tous les agencements institutionnels, qu'ils soient politiques, juridiques, y compris économiques, dans la mesure où c'est jamais marché libre, il y a toujours même un marché dérégulé, un marché régulé, je parle de politique dérégulée, donc une manière de réguler le fonctionnement du marché. Je veux dire, dans tous les régimes institutionnels, les dispositifs institutionnels produisent des inégalités. Et il est évident que le marché libéral globalisé aujourd'hui en produit des graves élèves. Et la fin de mon topo, en fait, était une invitation à repenser, à adapter précisément la revendication d'égalité pour s'attaquer à ces formes d'inégalités nouvelles, qui sont d'ailleurs aussi des inégalités maintenant entre riches et pauvres. En quelque sorte, elles redeviennent vivantes aujourd'hui, même si elles avaient un peu disparu de la scène pendant quelques décennies, elles redeviennent vivantes et elles nourrissent le sentiment, aussi bien au niveau européen qu'au niveau mondial, le sentiment de désarroi par rapport à la démocratie. Merci beaucoup. Je pense qu'on va faire la pause maintenant et reprendre, je ne sais pas, à -20.